Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Just Dread, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Demolition Man, Frédéric. Salut Fred. Merci. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle d'un classique, Rocky, qui est un choix de moi. Pourquoi j'ai choisi Rocky en vrai, c'est un de mes films préférés. Je l'ai redécouvert il y a quelques années. Je l'avais sûrement vu étant gamin, mais j'avais été plus marqué par les suites en réalité. Et puis ouais, voilà, c'est un film que je trouve très touchant, simple en fait. Et ouais, j'aime bien pas mal des valeurs qu'il porte. Après, peut-être pas tout, mais on pourra en discuter. Les gars, vous pensez quoi de Rocky, le premier, en 2 mots, Gab? Mythe et pop. Ok. Et toi, Fran? Ringard et noir. Et quoi? Et noir. Noir, ok. Bon, bah, j'ai pas regardé de résumé de Rocky, mais le concept de Rocky, les gens connaissent à peu près. Hein. C'est l'histoire d'un loser à Philadelphia qui a un peu un petit gangster de rue, et puis qui se retrouve à avoir, et puis qui fait de la boxe en tant qu'amateur, et qui se retrouve un peu à avoir la chance de sa vie et à combattre le champion du monde en titre, Apollo Creed. Bah écoutez, je sais pas, Fred, ringard, c'est normal en même temps, et c'est un vieux film, il est de 76. Ouais, alors non, c'était pas vraiment pour le film que je l'ai pas trouvé particulièrement le film ringard, c'était plutôt le personnage que j'avais oublié à quel point il était ringard. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter, de savoir si vraiment c'est voulu ou bien si Stallone est premier degré sur son personnage. Mais c'est vrai que c'est un peu le mec qui salue tout le monde comme ça, qui est exceptionnel. Puis tu sais, tu lui passes, puis on fait hey, salut Rocky, puis après on fait qu'est-ce qui est con, tu vois. Et c'est un peu ça. C'est pas vraiment l'idiot du village, mais un peu le loser, quoi. C'est un peu le loser. Tu le vois déjà comme il galère pour draguer, comme tout ce qu'il fait. Hey. C'est un peu le rital, comme on voit, comme dans les séries B à l'époque. Tu vois, tu imagines avec la banane et puis la veste en cuir. Et c'est voilà ça. Moi, ça me le rend sympathique. Donc, le film n'est pas ringard, le personnage est super ringard. Il me ferait chier, comme pote, il me ferait chier, tu vois. Je me foutrais de sa gueule, ce serait un Clem. Pour moi, c'est clairement volontaire parce que c'est tout un. Enfin, c'est une fausse manière de se mettre en confiance, tu vois. Dès qu'il est mal à l'aise, il va commencer à rouler des mécaniques, il va commencer à boxer dans le vide, tu vois. Et tu vois que c'est un mec qui fait semblant d'être plus en confiance qu'il ne l'est pendant, en tout cas, la bonne première partie du film, jusqu'à ce qu'il ait un peu sa chance, tu vois. Et je trouve que ça marche bien, justement, ça le rend charmant, quoi, tu vois. Ça donne ce côté naïf, en fait, que j'aime beaucoup chez Rocky, quoi. Même dans sa démarche. Dès le début, avec sa petite balle, et puis il en fait des tonnes, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... J'essaye d'être là, quoi. Et c'est vrai que ça va avec l'image du personnage. C'est aussi ce que lui dit à un moment son entraîneur. C'est je sais pourquoi tu m'aimes pas, parce qu'en fait, t'as jamais rien foutu, t'es resté à rouler les mécaniques, alors que t'aurais pu être un excellent boxeur, tu vois. Ce qui, au final, sans suspense, il le deviendra. Alors, voilà, je trouve... spoiler, après voilà. Et finalement, il perd aussi. Donc, c'est l'histoire d'un loser qui, au fond, entre guillemets, reste un loser, même s'il a quand même gagné une certaine forme de combat. Ça reste quand même un loser d'une certaine manière parce qu'il perd le combat. Et c'est un des trucs que je trouve très cool et qui fait qu'en tant qu'adulte, j'apprécie beaucoup Rocky 1 par rapport au suivant. C'est que c'est pas l'histoire d'un mec qui va gagner le titre de champion du monde, en fait. C'est l'histoire d'un mec qui va gagner une réputation, quelque chose auquel il porte beaucoup d'importance, qui va gagner une bataille contre lui-même pour aller jusqu'au bout, tu vois, et puis qui va gagner une femme qu'il aime et le respect de gens autour de lui qui, au début du film, ne le respectent pas du tout, quoi. C'est ça, l'estime, l'amour, le respect, c'est quand même une grande victoire. Mais pas le titre, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'y reviendrai, mais bref. Gab, Thomas, Rocky, tu le trouves sympa? T'en penses quoi comme personnage? C'est vrai qu'il est un peu niais, hein. Faut pas le cacher, hein. Il est un peu niais. Ah oui, il l'avoue lui-même. Hein. Ouais, il le dit lui-même, et surtout, j'ai un peu oublié ce film, je vais pas te mentir, hein. On va pas se mentir, j'ai un peu oublié la première demi-heure, en fait, il fait que marcher dans son quartier, quoi. C'est trop chiant. C'est trop chiant. La première demi-heure,
là, il fait que marcher, parler aux gens, faire le con, jouer avec sa balle, boxer dans le vide, et voilà, quoi. Ouais, ce qui est particulier, c'est que tout le monde l'envoie péter, quoi, justement. Justement, donc j'ai trouvé ça un peu triste, en fait. C'était vraiment triste pour lui. Je sais pas, en fait, ce qu'il voulait montrer là, le film, sa vie quotidienne comme ça, mais je trouvais ça super triste. En plus, dans le quartier un peu prolo de Philadelphie, là, et tu vois, si je parle à ces tortues qui font pitié. Son appart bien dégueulasse. Ouais, bien sûr, avec son poisson. Avec un couteau planté dans le mur en face. Non, mais je trouvais ça super glauque, en fait, d'une certaine manière, quoi. Puis, en plus, Adrienne aussi, elle fout les boules, quoi. Mais, donc, elle est tellement chiante, c'est tellement la fille la plus relou au monde. Tu comprends pas, tu as vraiment l'impression que c'est une autiste, elle le méprise. Même sa patronne, Adrienne, elle l'envoie chier. Oui, mais en fait, ils l'ont fait aussi volontairement moche et autiste au début, pour la rendre après super bonne et super belle, enfin, entre guillemets, enfin, voilà, en fin du film, tu vois. Ils sont tous upgradés, entre guillemets. Ça fait genre, voilà, happy end, quoi. Mais... Bah, il y a un côté qui est quand même vachement sur la confiance, tu vois, justement, c'est quelqu'un... D'ailleurs, les deux, lui a tendance à éviter les regards quand il est mal à l'aise, elle le fait encore beaucoup plus, elle est terminalement timide, quoi, et c'est vrai que du coup, elle lui donne rien, quoi, hein. Comme il lui dit, à un moment qu'une engueule polie, il lui dit « ta sœur, je vais la voir tous les jours, il lui a acheté des tortues il lui a acheté le poisson, tout ça, c'est pour l'impressionner, entre guillemets, et c'est vrai qu'elle lui rend rien, quoi. Mais en même temps, il est elle lui parle même pas, elle lui tourne le dos. C'est un peu un forceur, quand même. Mais aujourd'hui, ça passerait pas. Il y aurait toutes les ascensions féministes. Quand il la met chez elle, viens chez moi. Parce qu'en plus, moi, je l'ai regardé je peux que le regarder en français, comme ça la boîte qui est dans les guignols. Et il la fait rentrer, puis après, il bloque la porte, il la bloque contre la porte, j'ai envie de t'embrasser. Mais vraiment, c'est toi qui choisis, puis il la fait guignol. Aujourd'hui, ça passerait plus. Moi, je trouve ça sympathique. C'est un peu le même principe que James Bond. C'est comme ça que se passe aussi une partie de la séduction, mais il sortirait plus aujourd'hui. Ah non, mais elle se fait lourder par tout le monde, Adrienne, par son frère, par... leur point commun, ouais. Ils se sont envoyés par Rocky, enfin bref, par tout le monde, par sa chef. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est celle qui joue dans Le Parrain. Elle joue Connie. Ouais, elle joue dans Le Parrain 2 et 3, mais j'avoue que je me souvenais pas qu'elle jouait. Elle joue la sœur du parrain. Et c'est à peu près tout ce qu'elle a fait. Ouais, c'est une Italienne, elle joue une Italienne. Okay. Ce film, c'est quand même des Italo-Américains. Là, on est à fond dedans aussi, quoi. Et alors, c'est ça où moi, tu vois, je l'ai vu en anglais et je trouve que ça a quand même quelque chose de différent parce qu'il a toute cette manière de parler avec l'accent de Philadelphie, tu vois. Hey, don't bother me none. Tu vois, il est ça lui va très bien, en fait, et ça ajoute un peu à ce côté ringard dans le sens le mec qui se croit classe et puis qui en fait est un loser, quoi. Ouais, mais c'est des Italiens. Regarde dans le gueule, c'est tous des Italiens. Le petit chapeau, Poli. Personne n'utilise ce nom, Poli. C'est italien. C'est clair. Même elle, la petite Marie, c'est trop drôle. Elle l'envoie tellement. Lui, je pense que t'es une pute, enfin. Et voilà, il essaie de faire toute la morale de grand frère. Et puis il est encore une fois, il est nul et il se plante complètement. Et c'est ça. Et après, il se parle à lui-même, il fait ses petits machins et il se dit, mais qui t'es pour donner des leçons, espèce de loser. Tu vois, il est très. C'est vraiment. On n'a pas en parlé, c'est vrai qu'on peut peut-être parler un peu du côté de Apollo Creed et notamment de ses managers et de son entraîneur et tout ça. Apollo Creed, il représente quand même. Alors, il est inspiré par Mohamed Ali, ce qui se voit un peu dans la manière de parler, dans certaines choses qu'il dit. Et il a quand même, il est vachement là pour le pognon, tu vois. C'est quand même un mec un peu. Il est super en confiance, qui va battre un mec. Alors, il recrute. Il recrute Rocky parce que ce sera de la bonne pub, hein, en partie parce qu'il est blanc, en partie parce il est italien d'origine, justement, etc. Donc, c'est tout un coup de publicité pour lui et c'est pas vraiment un truc très sincère, mais bien interprété, je trouve, par Carl Weathers, quoi, en l'occurrence. C'est toute cette époque où c'était justement, c'est comme ça, avec les blacks, avec les costumes blacks, c'était toute l'époque du Black Power un peu, tu vois. Donc, on a trouvé une manière d'exister en Amérique, alors que c'était un État qui était quand même un pays qui était très ségrégationniste. C'était un peu le début de leur sortie, où les Noirs commençaient à avoir le droit d'exister autrement que comme des esclaves. Ouais, c'est même tu vois, Black Power, ça va penser comme les Black Panthers, ça c'est quand même quelques années avant. Mais là, on est, quoi que ça existait sûrement encore en 76. Mais on est dans l'époque où tu commençais peut-être à avoir tu vois, c'est un thème dont il ne parle pas dans le film. Mais tout l'entourage de Rocky est blanc et tout l'entourage d'Apollo est noir. C'est les États-Unis.
Ouais, C'est c'est ça, c'est un peu communautaire. post-ségrégation, mais encore ségrégation récente. Et, Bah là, on était, je crois, 76, tout ça, c'est un peu, si je me fie à Forrest Gump, c'est justement l'époque des Black Panthers. C'était après Luther King, c'est quand il devenait un plus agressif. C'était quand tu avais aussi, quand ils devenaient tous musulmans. Mohamed Ali, c'est ça, il est devenu musulman parce que c'était un peu un symbole pour sortir et ne plus avoir son nom d'esclave de Cassius Clay. Et c'est un peu toute cette époque où il y a juste quand même une animosité entre blanc-black qui est plus affirmée. En tout cas, avant, elle était sous-jacente et elle est plus affirmée, je pense, à cette époque. Mais justement, c'est là où un personnage comme Apollo est beaucoup plus lisse que quelqu'un comme Mohamed Ali, tu vois. Il dit à la télé, il parle aux jeunes, il dit la boxe, c'est pas un métier, allez à l'école, apprenez tel truc et tel truc, tu vois, c'est un truc que Mohamed Ali aurait pu dire, mais lui, il se voit comme représentant des États-Unis, il se déguise en George Washington, etc., alors que Mohamed Ali était plutôt du genre à protester la guerre du Vietnam, tu vois. Donc il y a quand même cette grosse différence, quoi. Mais, Bien sûr, mais il peut pas mettre un vrai Mohamed Ali dans ce film-là. C'est un film populaire pour tout public. Il peut pas faire un truc de la politique dans ce film-là. C'est pas possible. C'est totalement volontaire. Et puis c'est déjà Rocky, le mec qui part d'en bas. Tu vois, ça peut pas être un autre mec qui se rebelle. Lui, il doit représenter Rocky se rebelle pas vraiment. C'est juste quelqu'un qui. Il a sa chance, donc il la prend crânement finalement. Mais bien sûr que, comme tu l'as dit, c'est un film simple, tu vois. Donc il y a le gentil et le méchant, quoi, tout simplement. Ils sont à tout à l'opposé. Ils ont fait exprès de mettre les deux antagonistes ultimes. Et puis voilà, et après, ils font le match à la fin, quoi. Pour moi, il n'est pas très méchant. Non, mais il est arrogant. Il est arrogant, il est riche, l'autre, il est pauvre. Tu vois, enfin, voilà. Il n'y a pas beaucoup de subtilité, en tout cas en apparence. C'est un peu moi, ça m'a fait penser un peu sur la manière de filmer, les images et tout ça. Il y avait à l'époque sur M6, il y avait des téléfilms l'après-midi. Et je trouvais que les dialogues, l'image, c'était toujours ça, c'était le truc nul que tu n'as pas envie de regarder et tu t'endors devant. Et ça ressemble un peu à ça. Après, je dis de base, après, le film est plus subtil. C'est pour ça qu'il y a une apparente non-subtilité. Au final, le film est un peu plus subtil que ça. Okay, si tu coupes les images comme ça, sortie du coup de sortie, tu te dis, mais c'est moche. Enfin, on sort quand même de In the Mood for Love, on n'est pas sur le même level, quoi. Non, c'est sûr que c'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est pas un film où le visuel va t'exploser à la gueule. Après, il est quand même. Après, je sais pas. Ouais. En même temps, tout se passe dans le quartier populaire de Philadelphie, et puis il fait toujours moche. Il pleut tout le temps dans In the Mood for Love, et puis ça se passe dans un quartier populaire. Donc, l'argument est très mauvais. Tu vois, ça ressemble à un plan qui pourrait être dans In the Mood for Love, qui serait filmé complètement différemment. Mais des personnages qui marchent près d'un mur pauvre et délabré, avec leur ombre qui est portée dessus, c'est des choses qu'on a vues dans In the Mood for Love. Mais... Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas être critique. Pour moi, c'est que on n'est pas dans la grosse subtilité intellectuelle. Au contraire, on est justement dans la lumière du prolétariat. Et je trouve que ce film met très en valeur le prolétariat, des valeurs simples, des idées simples, des gens simples. Et puis, c'est pour ça que c'est un bon contraste avec ce qui se passait dans In the Mood for Love. Et moi, je trouve ça plutôt agréable. Donc, c'est pas une critique que de dire ça, qu'il est plus visuellement plus accessible. Non, mais de dire qu'il te fait penser au truc de M6 que tu n'avais pas envie de regarder, c'était un peu trash. Ouais, c'est vrai. J'ai dit de prime abord. Et après, tu te laisses prendre par le truc. Au début, franchement, Gab, tu l'as dit aussi, au début, on se dit, qu'est-ce qu'on regarde là? On se fait chier, c'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule, ce film. Puis après, tu te laisses prendre. Mais la première demi-heure, c'est une blague. Il y a le côté film à 1976, quoi. Aussi, ouais, bien sûr. Après, justement, faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est un film qui était... parce qu'après, justement, j'ai vu La Valse des Pantins il n'y a pas longtemps, puis aussi, tu vois, au niveau des jeux d'acteurs, au niveau du rythme, au niveau de comment on raconte une histoire, c'est différent à cette époque-là aussi. C'est une autre manière de voir le cinéma, tout simplement. Donc, il faut aussi se remettre dans ce contexte-là, dans ce mood-là, ouais, tout simplement. Donc, mais le juger avec notre regard d'aujourd'hui, c'est aussi l'idée de situation critique. Non, mais chacun le voit comme il veut, mais c'est vrai que moi, ça me choque pas comme étant moche. Après, c'est vrai que quand tu compares à quelque chose comme d'autres choses qu'on a vues, c'est clairement pas un des films les plus visuellement impressionnants de la saison, quoi. Alors, je tiens à m'expliquer vraiment, je dis pas que le film est moche, je dis qu'il est d'une apparente laideur. Au final, ça donne son charme à ce côté prolo et cette ville prolo qui doit être filmée de cette manière-là, avec cette taille. On est dans un sentiment de vérité et de crasse, de gens, des beaufs. C'est un milieu de beaufs dans un endroit crade et c'est très bien fait. Moi, je veux dire, ça ne me gêne pas du tout cette image-là. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des choses que j'aime. Quand moi, je prends des photos, j'aime le beau du moche, tu vois. Voilà. Et la ville rend ce genre de choses parce que la ville, avec beaucoup d'angles droits,
fait des recadrages d'images un peu toute seule, donc tu n'as même pas besoin nécessairement d'être un bon photographe pour faire des trucs sympas dans les villes, quoi. Mais justement, il y a cette séquence-là reste quand même vachement cool. Et au niveau image, là où le film a été créatif, c'était, disons que c'est un des premiers films qui a utilisé une Steadicam, tu vois, qui a permis justement de filmer ces scènes-là et de leur donner assez de dynamique. Et il l'utilise beaucoup, même dans les scènes de dialogue, qui sont souvent pas coupées, tu vois. La scène où il se balade avec la petite gamine Marie, là, ça dure assez longtemps sans se couper. Donc, il y a ça, mais c'est pas, ouais, voilà, c'est pas le film le plus spectaculaire visuellement. Et c'est pas encore aussi abouti que les escaliers dans Rocky 3, tu vois. On sent qu'on est quand même encore au début. Bah, c'est un petit film aussi. Hein. Ça me fait penser un peu à l'atmosphère de 8 Miles, mais un peu avant. Un tout petit peu avant. Un tout petit peu. Un tout petit peu avant, là, mais oui, je crois qu'il y a ce côté qui, en fait, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il ressemble à son personnage. Il est humble, en fait, d'une certaine manière. Et je trouve que ça rend vachement bien. En fait, c'est un film aussi à petit budget. C'est un film qui a eu un budget d'$1 million. Et ouais, voilà, c'était... Après, avec l'inflation de l'époque, avec l'inflation de l'époque, c'était pas $1 million, ça fait plus. Alors voilà, c'est ajusté pour l'inflation, ça fait plus que ça aussi, hein, mais malgré tout, même pour l'époque, ça restait un petit budget, quoi. Non, c'est sûr. Surtout pour le succès qu'il a été. Il a dû acheter une balle, quoi. Mais non, c'est vrai que j'avais lu que c'était un des films les plus rentables de tous les temps. C'est le 7e film le plus rentable de tous les temps. Il a fait 11 000 fois plus de revenus que ce qu'il a coûté. C'est mythique. Juste au cinéma, juste le premier au cinéma, tu vois, sans compter les produits dérivés, les autres films, etc. Et les DVD. C'est tout lui qui a fait, non? C'est tout Stallone qui a fait en plus. C'est pas lui le Stallone. C'est pas lui le réal. Ok. C'est le réalisateur de Karate Kid. C'est pour te dire que c'est vrai que c'est pas un mec qui a une grande carrière de réalisateur artistique, quoi, à côté de ça. C'est pas mal, Karate Kid, quand même. C'est pas mal. Mais tu vois, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour Rocky. Ah ouais, c'est quand même un peu mérité. C'est une époque, c'est pour ça que je disais c'est moche en apparence, mais c'est plus subtil que ça en a l'air. Je trouve pas que ce soit volé. Il y a certains films où on se dit l'Oscar est volé. Pour celui-là, je trouve pas. Hein. Faut voir ce qui est sorti cette même année. Hein. Alors, c'est un des films qui est sorti sur le top 10 des films qui méritaient le moins le Oscar du meilleur film. Ah ouais. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est les Oscars aussi. C'est qui le premier? Je sais pas, mais en fait, il disait à la place, il aurait dû le donner pour All the President's Men. Qui est un truc sur Watergate. Parce qu'évidemment, c'est Hollywood, alors on parle de politique, ça devrait gagner. Je suis désolé, un film simple comme celui-là, je trouve que c'est sympa que ça gagne de temps en temps. Mais au niveau All the President's Men, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié, alors Rocky, c'est un mythe. Pas vraiment, c'est ça les plans dans la classe américaine avec Steven et l'autre, c'est avec Robert Redford et puis Michael Douglas, ça vient tout quasiment de All the President's Men. Ah, ok. Et il y a juste ce genre de plan, tu vois, où voilà, elle est un peu enfermée, tu vois. Bravo. Et voilà. C'est mignon. Non, mais tu vois, c'est vrai que typiquement, on parlait de plans justifiés. Ici, à nouveau, il y a plein de plans qui sont dans des miroirs à des moments. Narrativement, ça dit beaucoup moins que les plans dans les miroirs qui existaient dans In the Mood for Love. Mais on ne peut pas comparer. Là, on ne peut pas comparer la réalisation. Arrête, Fred va être tout colère si tu commences à aller dans ce sens-là. Non, mais on peut en parler, mais je veux dire, on ne peut pas le comparer au niveau du Fais gaffe, travail effectué. Fais gaffe, Thomas. Il n'a pas dû prendre 15 mois à être filmé. Mais revenons. Vous n'avez pas le pognon pour 15 mois. Non, c'est ça. Hein. Revenons un peu. Ah oui, voilà. Tu as dit tout à l'heure, Gab, qu'il acceptait il prenait crânement sa chance, mais au début, il refuse le fight quand monsieur Jensen ou Jensen, je crois, lui propose. Le promoteur, c'est juste. J'avais oublié. Ce que j'avais oublié aussi, je l'ai revu l'autre jour. Là, je l'ai revu une deuxième fois pour prendre la capture d'écran. J'étais, oh putain, faut que je note ça quand même, quoi. Parce que c'est un loser. Vraiment, profondément, à la base. Il n'a pas confiance en lui. Il dit qu'il voudrait prouver sa chance, mais finalement, il veut pas et il refuse l'aide des gens après. Même une fois qu'il a été amené au combat, il refuse l'aide de Mickey parce qu'il lui en veut, parce qu'il n'était pas là pour lui avant, tu vois. Mais donc, je trouve qu'il y a une certaine subtilité, parce que tout le monde retourne sa veste au moment où il obtient ce combat et qu'il va être payé 150 000 balles pour faire ce combat. Tout d'un coup, tout le monde est son pote, tiens. Ce qui est assez commun. Mais la manière dont il le traite est pas mal, parce qu'il envoie péter Mickey, qui a d'ailleurs, moi, là, la deuxième revoyure, c'est là que j'ai versé ma larme. C'est quand il envoie chier Mickey à travers la porte, parce que les gens se parlent beaucoup à travers des portes, parce qu'ils n'osent pas se dire les choses dans ce film.
les gens. Et c'est pour ça qu'ils sont tous des timides, ils se regardent pas, ils crient à travers les portes. Et je trouve ça assez C'est cool. vrai qu'il est touchant ce moment. Il joue bien quand même, il joue toujours son propre rôle de Salmon, mais il le fait bien. Bah là, il a forcé un peu le trait sur le nono, je pense. Mais, Ouais, un petit peu. Un peu beaucoup. mais en face, Mickey, c'est un mec qui a une grosse carrière dans plein de films que je connais pas parce qu'il était déjà vieux dans ce film-là. Mais tu vois, quand il est. Il est toujours derrière la vivant en porte- plus. Hein. Hein? Il est toujours vivant en plus. Sérieux? Non, c'est pas vrai. Mais tu vois, il est contre la porte, puis il dit j'ai 76 ans. Il n'oserait plus rien dire après, en fait. Parce qu'il se rend compte à quel point c'est. Là, il veut que Rocky gagne pour lui. Parce qu'on avait parlé quand on avait. Alors, on peut revenir justement sur les comparaisons qu'on avait fait à Rocky quand on avait parlé de. Whiplash et de Fletcher, tu vois. Il y a un petit peu ce côté-là aussi, c'est que Mickey, c'est un mec qui va beaucoup plus l'envoyer péter, le mec qu'il essaie de faire gagner, que lui dire des choses positives. Mais tout d'un coup, dès que Rocky peut avoir de l'argent, ah ben tiens, moi quand j'étais jeune, j'ai fait ça, puis tu devrais faire ça, etc. Et avant, c'était juste you're a bum, t'es un clochard, quoi. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, c'est aussi les méthodes de boxe, etc. Et puis quand il voit que son poulain se bouge le cul, bah, il le soutient. Il n'y a pas forcément. Il en parle pas fièrement. Uniquement, il en parle fièrement parce que le mec fait quelque chose et se bouge le cul. C'est tout ce qu'il a demandé à Rocky, c'est de se bouger le cul. C'est pas juste parce qu'il gagne de l'argent, il ne va pas toucher l'argent a priori de ça, tu vois. Ouais, je sais pas. Comme disait Rocky, il n'a pas besoin d'un manager. Non, c'est pas l'argent, c'est pour la gloire, tu vois. C'est pour pouvoir être attaché à la gloire de Rocky. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Il lui parle de ça. En anglais, il dit my prime, tu vois. Comme dans Whiplash, mes grosses années. Je l'ai perçu plutôt, comme dans Whiplash, moi je ne l'avais pas perçu comme ça. C'est plutôt la technique de management. Vas-y, je te donne des coups de pied jusqu'à ce que tu te lèves. Et c'est dans le box, c'est ça, c'est tu te prends des coups jusqu'à ce que tu arrives à les encaisser. Ben, à nouveau, ça marche que quand il essaie d'être un peu positif, un peu, quoi. Avant ça, tu vois, s'il était arrivé chez Rocky qui lui avait dit t'es un clochard, maintenant reprends-moi comme manager. Je suis pas sûr que ça aurait marché, quoi. Mais ouais. Mickey, toi, Gab, t'aimes bien? Je le trouve un peu exagéré. Ouais, il est fun. Enfin, je trouve que c'est un chouette personnage dans le film. Le gars un peu grincheux H24, c'est cool. Puis ça va bien avec l'entraîneur. Ouais, après, c'est devenu un peu cliché avec le temps. Peut-être à cette époque-là, ça va, mais le vieux grincheux mentor. L'influence que ça a eu sur les autres films du genre, finalement, aussi. Ouais, parce que finalement, ça, au niveau film de sport, ça doit être un des premiers comme ça, Rocky, quoi. Je sais pas. De cette manière, enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, de boxe, c'est sûr. Il y a peut-être des films nuls de karaté, genre asiatique, qu'on connaît pas, tu vois. Genre, Bruce Lee, c'est quelle époque? Non, c'était un peu avant ça. Bruce Lee, je crois qu'il est mort en 75, donc. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de films asiatiques comme ça. C'est sûr. Après, d'un loser comme ça, d'un loser qui essaye, qui prend à bras le corps le rêve américain. Je sais pas si t'en vois beaucoup à cette époque-là. C'est quand même assez asiatique j'y arrive pas. Tu regardes Naruto, c'est ça, quoi. C'est quand même pas très original, tu vois. Ouais, non, alors, je sais pas si Naruto est vraiment un bon exemple. Moi, sur les films que j'ai vus de Bruce Lee, le mec était pas vraiment nécessairement. Ça incorpore pas nécessairement cet élément de progression, tu vois. T'as pas de training montage dans les trucs de Bruce Lee, tu vois. Mais c'est plutôt un mec qui est déjà bon et qui va sauver la femme du vieux qui se fait agresser par des gangsters. C'est ça le film. Généralement, quoi. Donc il n'y avait pas nécessairement cet esprit-là. Vraiment, les films avec Bruce Lee de fight, c'est des films de kung-fu, mais c'est pas des films de sport, vraiment. C'est pas des films de compétition, tu vois. Rarement, en tout cas, il y a un bout de compétition dans un, tu vois. Mais après, c'est intéressant. Si vous savez dans les commentaires, c'est vrai que c'est un sujet que je saurais pas. Tu parlais de Karate Kid, c'était après? Ouais, bien après. Ouais. 82, je crois, le premier. 85, un truc comme ça. Mais ouais. Mais justement, c'est une influence. Par contre, comme animé, justement, on peut citer Hajime no Ippo, qui a été énormément influencé par Hashitano Joe, qui était déjà lui-même influencé par Rocky, mais l'entraîneur dans Hajime no Ippo, c'est clairement très inspiré par Mickey, quoi. Adrian, on a parlé un petit peu. Il y a Polly le cool. Hein? Il y a Polly le cool. Alors, on va y venir, mais il y a un truc que je voulais dire par rapport à Adrian. Et en fait, le concept de romance dans ce film, les films de romance dont on a parlé récemment, c'était très souvent sur la séduction et est-ce qu'on va se mettre ensemble, est-ce qu'on va pas se mettre ensemble, etc., etc. C'était sur ce moment-là de la romance. Et ça existe un petit peu dans la première partie du film, mais à partir du moment où ils sont ensemble,
ça devient un couple soudé qui se soutient, en fait, un peu, quoi. En anglais, il dit Rocky qui fill the gap des uns des autres, tu vois. Ils remplissent les manques, en fait, finalement, les vides, besoins. ouais, les vides. Les vides, voilà, les uns des autres. Et je trouve qu'il y a vachement ce côté-là d'un couple en bonne santé et solide entre les deux dans le film, ce qui est finalement assez rare dans les romances de films. Peut-être parce que c'est pas le but de parler de ça, mais je trouve, j'aime bien ça, ce côté-là. Ouais, c'est pas Woody Allen, ouais. C'est plus simple. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Encore de la condescendance, abusée. Non, c'est beau la simplicité. Au contraire, on sait ce qu'on souhaite tous. Hein. Personne n'a envie de vivre dans un Woody Allen. On a tous plus ou moins, bon, peut-être pas dans Rocky, mais en tout cas, on peut apprécier. Après, je trouve comme c'est filmé, leur relation chelou dans le film, quand même. C'est assez chelou, comme c'est, enfin, je sais pas, enfin. Développe. Non, mais bizarre, je sais pas. Ils ont. Par contre, je vois pas de tendresse entre eux, entre guillemets. T'aurais pas été conquis par Rocky. Non, je sais pas, je les trouve super s'accroche froids, comme quoi. ça, Il y a une certaine froideur, en fait. Quand il s'accroche comme ça avec son Marcel Troué et ça. Attends, j'ai trouvé quelques images que je trouve qui marchent assez bien. Je sais pas, ils se font des câlins et tout, mais je sais pas. Quand il lui dit, quand elle est à la cuisine, puis après il dit allez, viens. Et puis il Ah, fait pardon, désolé. Il y a le repart, puis après allez, viens. Il fait un câlin, c'est plein de tendresse. Ouais, je suis d'accord. Et puis quand il passe à la télé, puis qu'il dit je veux juste dire un truc à ma copine. Yo, Adrienne. et puis elle est là, elle se fout de sa gueule, puis lui, il rit de lui-même, tu vois, à ce moment-là. J'ai trouvé assez touchant, ce côté-là. C'est ça, c'est pas vraiment un métrosexuel. Non, clairement. Mais tu vois, c'est un de ces trucs où il parle où il dit ça me dérange pas, it doesn't bother me none. Putain, c'est pas facile à dire, mais il y a des gens qui il paraît qui sont naturellement timides. Moi, ça me dérange pas. Je dis moi non plus. Pourquoi j'en parle si ça me dérange pas? Je suis un idiot. C'est vrai que je trouve que justement, et puis ils ont aussi les mêmes mots, tu vois. Ils parlent de leur enfance. Rocky, en fait, c'est le seul qui parle au début dans le rendez-vous, tu vois. Quand ils sont sur la patinoire, il n'y a que lui qui parle. Il dit je suis gaucher, machin. Et il explique à mon père, il m'a dit très tôt pourquoi il boxe. Mon père, il m'a dit très tôt, de toute façon, tu n'as pas de cerveau, donc il faut utiliser ton corps, quoi. Et puis en gros, elle dit maman, c'est marrant, ma mère, elle m'a dit l'inverse, genre, je sais pas comment on dit en français. T'as pas de physique, donc utilise ta tête, quoi. Voilà, ouais. Et c'est là où justement ils se remplissent le yin et le yang un peu de l'un et de l'autre. Et puis en même temps, tu vois, ça veut dire qu'ils ont été construits par la manière dont leurs parents les ont détruits, quoi. Ce que je trouve assez juste finalement, quoi. Parce que justement, les deux, ils sont que du renforcement négatif pendant tout le film, jusqu'à se retrouver l'un et l'autre ensemble. C'est assez drôle comme ils le font. C'est vrai que quand il est dans cette boutique et puis qu'il lui parle et puis qu'il lui raconte sa vie, puis il lui tourne le dos comme ça. Enfin, il y a des moments drôles. C'est comme quand il fait des blagues de merde sur les tortues, quoi. C'est ça, où ça fera la transition sur Polly quand elle est. Mais je peux pas sortir. J'ai une dinde de Thanksgiving dans le four, puis il prend ça et le balance par la tête. Genre, vas-y, va te faire sauter, quoi. C'est tellement une pourriture, ce Polly, quoi. C'est abusé, quoi. Genre, c'est ouais, vas-y, sors de chez moi, va vivre une vie, puis dès qu'il a l'impression qu'elle se fait en effet sauter, tout d'un coup, il pète un plomb, quoi. Bah, ça reste un italien, tu vois. C'est pas faux. C'est vas-y, casse-toi, tu es conne, tu me saoules, tu es ça. Puis, quoi, tu baisses ma sœur? Et après, il faudrait qu'elle s'occupe mieux de lui, tu vois, alors qu'il lui dit, mais j'ai pas besoin de toi, casse-toi, quoi. C'est le syndrome italien classique de la maman et de la sœur. Enfin, c'est le diplôme réglé, quoi. En tout cas, ouais, la version très négative de ça, c'est aussi un alcoolo fini, Poli. Et justement, il y va quand même avec la batte, parce que au début, tu vois, justement, il embrouille un peu Rocky sur est-ce que tu baises ma sœur? C'est là que Rocky se met à taper dans un bœuf, en fait, pour montrer qu'il pourrait très bien lui casser la gueule, quoi. Du coup, la deuxième fois, Poli revient avec sa batte. La batte. Pour Noël. C'est sympathique, le mec. Au début, il se foutait de sa gueule, quoi. Enfin, il parlait de lui, donc c'est pour ça, quoi, il s'est énervé. Là, je ne pas venu nulle part. Parce qu'il est arrivé en cours d'une discussion entre Adrian et Rocky. Okay. Justement, il disait pourquoi que ton frère me saoule parce qu'il veut toujours travailler pour le mafieux, là. Gazzo, je sais plus. Gazzo, ouais. Je pense pas que c'est Katso, ouais. Et du coup, il a entendu ça, et puis c'est là qu'il a commencé à péter un câble. Parce que Rocky a dit qu'il ne ferait jamais un boulot parce qu'il n'est pas fiable, des trucs comme ça. Ouais, bah en même temps, il lui donne pas tort, quoi. Rien de mostaboistique. Franchement.
Ouais. Après, tu C'est beau vois. ça. Hmm. Tu vois, là, on dirait presque des scènes du parrain, tu vois, c'est quand même bien foutu. Ouais, tu dis ce genre de truc. Bah, c'est vrai que c'est très rare, mais cette scène-là, elle est éclairée et bloquée de manière un peu plus dramatique, quoi, quand elle s'énerve, Adrian. On peut parler un peu de ce mec-là, Little Jimmy, que je trouve c'est vraiment le mauvais acteur du film. C'est con, les autres sont pas bons, tous. Hein. Il y en a plein qui sont à côté. Hein, je veux dire, c'est sûrement des amateurs pour une bonne partie. Mais Little Jimmy, il est là pendant le montage et ils le font parler pendant le montage. C'est la seule phrase qu'il y a, quoi. C'est le Ça punching sert à rien. ball. Hein? C'est le punching ball. Je veux dire, il n'a pas besoin d'être un. Ça devait être un pote de Stallone, il l'a mis dessus, et puis on se rend service, tu vois. Je suis sûr que c'est un buddy, genre un ami de Stallone, il l'a mis comme ça. Il Alors, ne il y a des gêne pas, moi, il versions ne m'a pas gêné. Hein. contradictoires. Il y a des versions contradictoires. Selon deux versions différentes, c'est soit le mec qui les a entraînés pour les combats, enfin, qui les entraînait pour les combats, la chorégraphie un petit peu, tu vois. Ouais. Soit c'était le mec à qui Stallone a vendu son chien et à qui il l'a racheté après, Little Jimmy. Mais c'est un truc intéressant de ce film, c'est qu'il y a toute une légende de trucs qui seraient peut-être passés ou peut-être pas passés. Justement, il y a la fameuse histoire que Stallone, pour produire ce film, il était tellement en galère de thunes pour bouffer, tu vois, il a vendu son chien pour $35 et puis il l'a racheté pour $1,000 ou $3,000 selon les histoires. Quoi. Et c'est une histoire que Stallone lui-même a soutenue. Mais il n'y a aucun exemple de ça qui a été publié à l'époque, tu vois. Et puis, comme je te dis, justement, il y a deux histoires. Il l'aurait vendu à Jimmy, mais si Jimmy, c'était le mec qui les entraînait pour le film, c'est pas pour ça qu'il était dans le film, c'est parce qu'il lui a vendu son chien. Donc, ça n'a un peu aucun sens, quoi. Donc, c'est peut-être une légende et tous les trucs behind the scenes sont un peu bizarres par rapport à ce film, je trouve. Mais bon, voilà. Désolé pour cet aparté un peu. Non, c'était intéressant. C'est juste qu'on n'en sait rien, donc on t'écoutait. Je voulais revenir un peu sur les images du montage parce que c'est quand même un des trucs qui a fait connaître le film. Et moi, c'est un moment qui me marche à chaque fois sur moi, ce moment justement en steadicam qu'il suit où il accélère, tu vois. À chaque fois, je suis allé, vas-y mon gars, vas-y Rocky, quoi. C'est marrant, mais ça marche vraiment à chaque fois. Aussi grâce à la musique, bien sûr. Et avec le fond qui te permet de reconnaître la ville, un peu comme dans Bac Nord. Et puis bien sûr, cette image Ça, c'est beau, ouais. Qui a fait connaître le film, enfin qui a fait connaître la ville de Philadelphie aussi pour ça et qui a été hommagé dans les trucs que j'ai lus, je me souvenais pas, mais dans Le Prince de Bel-Air, il monte ces marches là aussi et puis il finit, il est ouais, puis finalement il est tellement essoufflé qu'il tombe dans les pommes et du coup il se fait voler son porte-monnaie et son bonnet. Je dis, yes, très marrant, excellent. C'est tout à fait le genre de gag du Prince de Bel-Air, quoi. Ça montre quand même que le réalisateur était loin d'être mauvais, tu vois, c'est un peu mérité, elle est magnifique cette scène. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, elle vient après. Un truc qu'on oublie souvent, c'est que la première fois qu'il monte ses marches, il a un énorme point de côté. Il est là. Ouais. Je crois que toute cette scène de marche, il l'a appris d'autre part. Hein. Il s'est inspiré d'une autre scène que quelqu'un a fait sur ses marches. C'est pour ça qu'il l'a mis dans le film. Ok. Donc, c'est pas une idée du réel. Bon, il l'a bien filmé. Ah, tu dis, il a juste vu un mec faire ça courir. Ouais, je crois que la scène originale, c'est une meuf qui monte ses marches en courant. Et du coup, le réel, il l'a bien aimé. Et puis, il a demandé si le gars était parce qu'il a une steadicam, du coup, il suit Rocky le long du truc. Mais c'est marrant. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, il me semble. Steadicam, ça veut dire les caméras à roulettes? Non, c'est des caméras en fait qui sont un petit peu plus. Si tu veux, quand tu les bouges, elles ne tremblent pas, tu vois. Elles restent relativement stables. Du coup, tu peux marcher avec, ou bien tu peux être sur une planche à roulettes à côté, tu vois. Sans être sur rail, quoi. C'était ça? Voilà, exactement. Ouais, ce qui est plus agréable et plus pratique pour faire un suivi en ville. Surtout sur des marches, tu vois. Des rails sur des marches, avec 1 million de budget, voilà quoi. Ouais. Oui, on voit. Au niveau des personnages, on avait un petit peu fait le tour. Paulie, à part d'être un fils de pute, il lui fait quand même une faveur à la fin. Il lui permet de mettre la marque de son abattoir sur ces trucs, tu vois. Il le pardonne quand même. Parce que c'est un peu un saint, Rocky, dans ce film. Il y a un petit peu un côté comme ça, je trouve. Il est... tu vois, quand il est gangster, qu'il doit casser le pouce d'un mec, il le fait pas, tu vois. Il le fait pas, ouais. Mais genre, truc, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il est assez dénoué de cynisme, en fait. Même s'il vit dans un monde assez glauque, ce qu'il emporte, c'est que des bonnes valeurs, tu vois. C'est un naïf. Hein? C'est un naïf. Tu peux le voir sous deux angles. Soit c'est un naïf un peu un débile, mais souvent, les idiots, c'est des gens... les portes du paradis leur sont ouvertes. Heureux les simples d'esprit.
Euh, mais ouais, mais tu vois, il y a justement, c'est entre naïveté et optimisme, en fait. C'est deux manières de. C'est deux fois le même côté d'une pièce, en fait. Mais c'est deux manières de voir ces choses-là. Et, et c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. C'est aussi pour ça que j'aime bien les films de super-héros et ce genre de choses, en fait. J'aime bien les choses positives. Et c'est vrai que dans beaucoup de films dont on a parlé, toi, Game, t'aimes bien les films glauques, comme on dit souvent, mais Fred, toi, t'aimes bien les choses. Tu peux bien aimer les choses cyniques. Tu as beaucoup aimé Salo, tu vois, qui était une exploration des choses les plus sombres chez les humains. Il a adoré ça, son film de chevet. Mais 7, c'est bien. Mais, oui, j'avais respecté le travail. mais donc, tu vois, moi, c'est vrai que je suis plutôt dans ce genre de film, en général, dans mes films préférés, c'est des choses qui sont très positives. Et c'est vrai que ça reste du coup simple, parce que si tu essaies de faire un truc compliqué en essayant de faire du positif, tu finis par te mettre des bâtons dans les roues à toi-même. Donc, pour moi, il a une certaine grâce de cette manière-là, de ce film, de savoir un peu, connaître un peu ses limites, quoi, on va dire. De vouloir aller jusqu'au bout. Il y a ce côté-là aussi, comme la morale du film, c'est que le but de Rocky, c'est d'aller jusqu'au bout, parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner. Il y a un petit peu un côté, une fois que le film était fait, Stallone avait gagné, tu vois. Il n'avait pas besoin que ce soit un succès, d'une certaine manière, quoi. Mais bon. Par contre, alors voilà, j'en ai un peu parlé avant l'émission, mais ça fait longtemps que je n'ai pas revu les suites et j'ai pas eu le temps, je voulais revoir Rocky 2, parce que je me suis dit, en fait, à la fin du combat, Apollo, tu vois, il se prenne dans les bras en mode on va tomber dans les pommes, donc juste pour tenir debout, quoi. Puis Apollo, il lui dit pas de rematch. Et puis Rocky, il lui dit I want one, tu vois, j'en veux un, quoi. Et je me suis dit, bon, ok. À la base, tu vois, je me dis, Rocky, c'est un des films où c'est le plus triste que ce soit devenu une franchise, parce que c'est l'histoire d'un mec qui va jusqu'au bout et t'as pas besoin de raconter quand il devient champion du monde et qui défend son championnat du monde et puis qui perd contre un mec de l'URSS et que, du coup il fait un beau discours, enfin après il le bat à nouveau mais il fait un beau discours sur l'unification des peuples. C'est très bien d'un sens mais c'est tellement pas nécessaire, mais finalement le personnage veut un rematch, donc ouais, moi ça me gêne pas qu'il y ait une franchise qui se fasse, dans le sens où là par rapport, peut-être c'était mon souvenir des autres, ou je me souviens plus ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. C'est un peu toujours le problème avec Rocky. Mais le 2 est un rematch contre Apollo, le 3 c'est avec Hulk Hogan et Mr. T. Le 4 c'est avec Dolph Lundgren qui joue un russe. Le 5 c'est contre son successeur, un petit blond, enfin c'est un mec qui l'entraîne lui-même, mais que finalement ça devient un connard, donc il reprend les gants. Et puis après on arrive sur Creed, avec le fils d'Apollo Creed. Il y a Rocky Balboa aussi. Ah, il y a Rocky Balboa, pardon. Ouais, ça, j'avoue que je n'ai pas vu non plus. Mais ouais, excuse-moi. Je sais pas, moi j'avais le souvenir que c'était des films de boxe. Et là, quand même. Waouh, bien joué. Non, mais là, c'est pas vraiment. Tout de même, franchement, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça me fera qu'il y ait une franchise, parce que tu as envie après que ça devienne plus de la boxe. Il a remis les gants. Bah après, on veut le voir se battre, on veut le voir faire de la boxe. Sur la fin, elle est quand même stylée, tu le vois faire son combat. Moi, franchement, pendant tout un moment, je me suis dit, c'est pour ça que ça me faisait penser un peu au film d'M6. Je me dis, bon, bah, super, il rencontre Adrian, tout ça, mais c'est vraiment une intro. Donc, c'est une chouette intro, mais ce film est une intro. Donc, j'aurais été déçu qu'il n'y ait pas de suite. Donc, je me réjouis quand même de voir, pas tout de suite, parce qu'il faut quand même le digérer, mais je me réjouis de voir Rocky 2. En effet, Gab, il n'y a pas beaucoup de boxe dans ce film. En effet, Gab, en effet, Fred. Beaucoup de boxe dans ce film. C'est presque, bah, tu vois, là, ça, on est encore avant le match, tu vois, il reste 25 minutes dans le film, quoi. Et tu as un petit peu de boxe au début et tu as un peu des trucs d'entraînement de boxe, mais c'est plus un truc sur le personnage de Rocky et les autres personnages autour de lui, quoi. C'est une présentation, et donc c'est normal de faire une suite, je trouve. Il y a des films où tu te dis, ils ont tiré la corde. Là, non, peut-être qu'il a un peu trop ralenti dans le 1, de manière à ce que le 2 passe très très bien. Et quand ils ont fait le 1, ils ne savaient pas que ça allait marcher aussi bien. Donc je pense qu'ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre, et puis en fonction du budget qu'ils avaient. Et puis, tout à fait, mais au final, voilà, ça fait bien. Au final, c'est agréable. Ouais, mais après, justement, comme ça a super bien marché, donc forcément, il y aurait eu un 2, quoi. Non, mais c'est sûr, c'était peut-être pas prévu, mais disons que a posteriori, ça passe bien. C'est pas un film où on se dit on a tiré sur la corde. Je trouve pas. Bah après, au bout du 5e, peut-être un petit peu, non? Oui, j'imagine. Bah maintenant, là, je dis par rapport au 2. Là, je dis, j'ai vu que le 1, je me dis, ça me donne envie de voir le 2. Là, on en est à 9 maintenant, et il sera pas dans le prochain. Dans Creed 3, il sera pas dedans. Bah, il était dans Creed 1 et 2. Okay. Ouais, mais c'est pas une suite, c'est un spin-off. Ouais, voilà, mais bon. Donc, c'est pas pareil, quand même. C'est dans l'univers. Oui, c'est comme le chapeauté, ça compte comme Shrek pour moi, désolé.
Sérieux, mec? Putain. Et Rambo, il en a fait combien? Moins, genre 4 ou 5. Mais... Bon, il aime bien faire. Il commence un film, puis après, il en fait plein. Il a fait pareil avec Expendables. Dès qu'il vas-y. Après, c'est devenu un bon business model, ouais. Mais c'est vrai que là, justement, comme c'est un premier film qui a lancé sa carrière, ça reste assez humble et ça reste assez simple. C'est pour ça que j'ai quand même peur de revoir le 2. C'est que là, tu vois, pour moi, on finit sur un high, tu vois. On finit sur un moment en hauteur et je trouve que la fin du film m'émeut aussi à chaque fois, d'ailleurs. Parce qu'il vient de réussir son truc et il s'en fout de ce qu'il y a autour de lui. Et de manière très connue, il crie Adrienne. Et il veut juste l'avoir elle. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est toujours touchant, je trouve, ce moment. Mais est-ce qu'ensuite, refaire. Tu vois, c'est ce que tu disais pour je ne sais plus quel film. Mais, tu disais ça avant qu'on parle de mon émission. Mais revoir les mêmes beats, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment envie de revoir Paulie? Non, mais je sais qu'il est là tout le temps, quoi. Je sais qu'il est trop lourd, trop relou dans le 3, par exemple. Il y a un robot aussi dans le 3. Non, ça n'a aucun sens. Donc, le 2, je peux tirer trop la corde au 3. Ouais, c'était le 3. Mais... Bon, mais ça dit, ouais, Mr. T, Hulk Hogan, ça fait quand même peur. Mais voilà, ce qui est agréable dans le 1, c'est. Enfin, comme tu dis, c'est ce que tu parles de cette humilité un peu qu'il y a dans le 1, et tu sens, le mec, il a quand même une paralysie de la moitié de la gueule, il a dû se faire refouler tous les castings, tu sens que tout le monde devait se dire, vas-y, t'es acteur, ta gueule, t'as 40 ans, on t'a jamais vu dans un film. Ça devait être un peu exactement ça quand il était avec ses potes. Il est Rocky, c'est clair. Voilà, il est complètement Rocky, et puis là, voilà, il se bat, et puis au final, il est devenu un des acteurs les plus connus du monde. Ouais, et puis, alors justement, il y a la fameuse histoire comme quoi il essayait de vendre son script parce qu'à la base, il a écrit Rocky genre en 3 jours. Alors, on parlera un peu des inspirations pour l'avoir écrit, mais il a écrit Rocky en théorie en 3 jours et puis il a essayé de le présenter à plein de studios. Puis il disait ouais, mais on veut mettre un bon acteur connu établi dedans, genre Burt Reynolds ou aucun pas un gars qui a la face à moitié paralysée, quoi. Puis personne connaît, tu vois, en plus. Et puis, en théorie, il aurait vachement baissé ses prix, etc. C'était très compliqué pour lui de vendre son script, mais il insistait que ce soit lui-même qui joue le personnage. Mais apparemment, d'après un truc que j'ai lu, justement, quand j'essayais de vérifier le truc sur son chien, il y a un mec de United Artists, qui sont les producteurs du film, qui a dit on a fait tout un marketing en mode c'est un underdog, il a pas, tu vois, il avait pas les moyens de se faire produire, et puis les journalistes ils ont bouffé ça tout cru, ils l'ont vendu, tu vois, parce qu'évidemment ça fait trop classe avec l'histoire du film. Si le mec du film il a failli pas y arriver non plus, tu vois. Ouais. Donc je sais pas à quel point tout ça c'est vrai, mais en tout cas c'est toujours dans la légende du film. Je crois que c'est toi Gab qui a utilisé le mot légende dans tes 2 premiers mots. Mythe. On n'est pas loin. Mais oui, il y a ce côté très mythique autour de la production du film aussi, quoi. Toi, tu avais dit mythe par rapport à quoi? Par rapport au personnage de Rocky, quoi, à travers les années, les générations. Il est devenu mythique, quoi, un objet, une icône pop. Une icône pop. Je trouve ça assez fou, en fait, une idée aussi simple, finalement. Que ce film est tellement bien marché, tellement bien traversé les années et des décennies. C'est musique qu'on connaît tous, quoi. C'est ça, ouais. La musique, même Rocky, tu vois. Toi, tu dis le nom Rocky, tout le monde a une... Ouais. C'est lié à la boxe, quoi. C'est lié à ce personnage. C'est marrant parce que je me dis, dans les personnages de fiction les plus connus de tous les temps, il doit être assez élevé, quoi. Avec des Harry Potter. Et Darth Vader, tu vois. Voilà. Hannibal Lecter. Peut-être qu'il est plus connu qu'Hannibal Lecter, tu vois. Je pense. Je sais pas. Toi, t'aimes les films glauques, Gab. Le meilleur personnage ever. C'est vrai qu'il est ouf. On n'en a jamais un million, d'ailleurs, ouais. J'en ai jamais vu aucun. T'en as jamais vu aucun? Dingue. Non, parce que ça fait peur. Non, mais quand même, Le Silence des agneaux, ça fait pas peur, mais c'est génial. Non, mais je suis curieux, j'avoue, j'aime bien Julianne Moore, mais ça, c'est dans les suivants, je crois, mais j'aime bien Anthony Hopkins. Donc. Ouais, dans le premier, c'est pas Julianne Moore, c'est Jodie Foster. Jodie Foster, Jodie Foster, exactement. Qui est très bien aussi. Ouais. J'ai montré quelques images avant et qu'on parlait du fait que ça pourrait être une suite, parce que c'est vrai que le combat de boxe est assez réussi, en fait. Les mecs sont crédibles.
ils ont un physique de boxeur, hein, ils sont quand même bien fait chier. Ils prennent quand même un peu beaucoup de coups. Par rapport à un vrai combat, ils seraient genre KO déjà depuis longtemps. Tu sens que c'est pour le spectaculaire, mais tu regardes un vrai combat de boxe, ils peuvent pas prendre aussi cher dans les gueules. Et surtout, je crois qu'ils sont vraiment blessés en plus durant le tournage. De manière assez amusante, dans le film, Rocky se fait casser le nez dans le combat pour la première fois. Alors c'est quelque chose dont il est très fier de ne pas s'être fait casser le nez. Et puis, Apollo se fait casser les côtes. Et en réalité, c'est l'inverse. C'est Carl Weathers qui s'est fait casser le nez. Et puis, Ah ouais et, pendant le tournage. Se fait casser les côtes. Ouais. Donc, il n'y avait pas de main morte. Non, c'est sûr. Tu vois, il y a quelques coups qui connectent. Hein. Il n'y a pas tous, tu vois, mais il y a quelques coups qui connectent clairement, quoi. En tout cas, c'est bien fait. On a l'impression qu'il se marave la gueule. Ouais, c'est pas mal. Et je voulais montrer. T'aimes vraiment cette scène, hein, Thomas? Ouais, non, mais je voulais montrer ces autres images du making-of, en fait. Je sais pas à quel point, justement, ils ont fait exprès de mettre ils ont repris des trucs, ou est-ce qu'ils ont vraiment répété la chorégraphie aussi précise, mais il y a des trucs que tu retrouves dans les trucs de répétition, tu vois, qui étaient très. Qui sont les mêmes que tu retrouves dans le combat au niveau des gestes, quoi. Exactement. Donc, tu sens que ça a été bien chorégraphié, quoi. Et je sais pas s'il a un background. Je crois qu'il doit avoir un background aussi de genre de danseur de claquettes ou une connerie comme ça, Stallone. C'est vraiment l'italien caricature, quoi. Mais tu vois, pourquoi est-ce que tu fais de la boxe? Parce que je sais pas chanter ou danser. Un autre truc que je trouve cool dans le combat final, c'est aussi le son. Quand il se retrouve à terre et qu'il a deux doigts de pas se relever, en dehors de la musique, t'as là, je crois qu'à ce moment-là, il n'y a pas de musique, mais tu as une grosse concentration sur la respiration de Rocky qui est complètement à bout de souffle, etc. Et ça marche assez bien, quoi, je trouve. Avec ses yeux tout gonflés, enfin, le maquillage est excellent, ouais. La scène du cutter, là. Ah. Mais le maquillage est très bien fait, ouais, d'ailleurs, de leur visage. Ça alors que c'est vieux, hein. Puis il n'y a aucune image de synthèse, il n'y a rien. Enfin, c'est juste des points et des gants, quoi. La sueur et du sang. La sueur et du sang, exactement. Alors, par contre, Bob Kuss, le chien qu'on voit dans le film, c'est vraiment le chien de Stallone. En l'occurrence, celui qui l'aurait vendu et racheté. Et Bob Kuss, c'est un mot en yiddish qui veut dire rien. Donc voilà, ici, ça veut rien dire. Je pense que c'est ça la blague quand on lui demande, je sais pas. La musique a eu un budget de 25 $, y compris donc le payer tout le monde, les bandes, etc. Ce que je trouve assez abusé. Et c'est qui a gardé les droits? C'est Stallone? Je sais pas qui. Ils ont dû regretter s'ils ont vendu ça 25 000 $, tu vois. Alors, je sais que toi, Gab, tu vas peut-être mieux savoir que moi, justement, parce que c'est une question de propriété intellectuelle, mais à la base, normalement, sur un film, en tout cas, chez nous, on doit citer le musicien est considéré comme un auteur de la pièce, sur le film, en tant que film. Je sais pas ce que tu en penses. J'en sais rien. Tu dis en Europe, tu dis? Oui, en Europe, en tout cas, quoi. Il est considéré comme un des auteurs du film, le compositeur de la musique. Au même titre que le réalisateur et le mec qui a écrit le scénario, tu vois. Mais je crois qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Je pense pas, non. Si, par exemple, il garde les droits sur sa musique. C'est comme quand tous les grands compositeurs de films, ils gardent leurs droits sur leur propre musique. C'est pour ça qu'ils font encore des concerts. Tu vois, tu peux aller voir des concerts. Citez-moi les plus grands musiciens. Hans Zimmer, John Williams. Hans Zimmer, John Williams, ils font des concerts de leur propre musique. C'est leur musique. Ils ont des CD, ils vendent des CD avec leur musique. Tu peux acheter un CD de Hans Zimmer sur ses meilleures musiques. Ouais, mais après, je pense que justement, les droits peuvent je pense que ça dépend comment les droits se négocient. Après, je crois que c'est Paul Conti, il me semble, le compositeur. Bill, non, pas Bill Conti. Bill Conti, peut-être, ouais, tu as raison. Le compositeur qui était un compositeur très connu, donc j'imagine que s'il n'était pas très bien payé, de toute façon, il a dû pouvoir négocier de garder les droits. Mais je pense qu'Hans Zimmer peut se permettre de faire ça maintenant, mais peut-être qu'au début de sa carrière, il devait peut-être céder les droits de ses chansons. Ou faire un arrangement qui soit... Voilà, parce que maintenant, Hans Zimmer, il peut faire ça parce qu'il a un nom, quoi. Il est connu, quoi. C'est une superstar. Ou alors, même, tu peux les racheter, tu vois, les droits, ou tu peux les louer. Par la suite, ouais. Je sais pas justement les détails de comment tout ça se fait, quoi. Une autre chose que je trouve, un autre dialogue que je trouve amusant, quand il parle quand c'est Apollo qui parle de quand ils vont organiser le combat, il aimait bien les talons italiens, quoi. Tu vois, il trouvait ça vendeur, il disait le média va le gober, quoi. Et je trouve ça assez amusant parce qu'on parlait avant à quel point Rocky a un nom reconnaissable finalement.
à quel point c'est devenu une marque reconnaissable, quoi. Et ça m'a amusé justement par rapport au côté que le fait que ça soit devenu une franchise et que autour d'un nom, quoi. Et il y a tellement de gamins qui ont dû avoir une affiche de Rocky où tu vois juste même le gant, tu vois, c'est un symbole, c'est parfaitement reconnaissable. Ça, c'est clair. Heureusement, il n'y a pas trop de gamins qui se sont retrouvés appelés Rocky. Tant mieux pour eux, parce que c'est quand même... On n'est pas dans une communauté italo-américaine des États-Unis à Philadelphie, tu vois. C'est vrai. Et pas à la même époque. Donc, il y a dû y avoir des Rocky. Mais c'est un truc à te prendre des coups, quoi. Hé, Rocky, vas-y, viens me battre. C'est comme il y a des Anakin, tu vois, ça fait mal, ça doit être dur à porter. C'est triste. Anakin, c'est violent, quand même. On peut parler un peu du promoteur de combat de Apollo, qui est une énorme caricature de capitaliste avec la petite fleur rouge et les grosses lèvres autour du cigare, tu sais. Il n'a pas un costard rayé en plus, genre en mode gangster. C'est possible, ouais. Alors, il y a aussi ce côté-là, c'est vrai que le gangster, il fait partie des gens qui font partie du milieu qui va voir le combat. Il y a Paulie aussi dans les gens. Et tout le monde est... tu sens que tous ces gens sont un peu des pourris, quoi. C'est comme ça que je les imagine. En tout cas, les producteurs de boxe, les agents, c'est un peu des pimps, tu vois. C'est soit je prends un boxeur, soit je prends des putes. C'est un peu comme ça que j'imagine. Ouais, à l'époque, c'était Don King qui était très, très en vue pour ça. Donc, c'est particulier qu'il ait choisi un mec... C'était une crevure. Hein? C'était une crevure. Je crois, ouais. Ouais, alors... Tu parlais du chapeau avant qu'on prenne l'antenne d'ailleurs, Fred. Mais c'est Stallone qui a insisté. Le réalisateur, il voulait pas qu'il porte le chapeau, mais Stallone, il voulait, quoi. Et c'est bien. Il faut le chapeau, la balle, la veste en cuir, et puis la démarche de Plouc. Enfin, c'est vieux pull aussi, c'est vieux pull. Putain, ça fait penser à... non, le costume est super. Ça fait penser à Aldo Machon maintenant qu'il y a la démarche de Plouc, tu sais. Ouais. Putain, ça démarche, quoi. Mais c'est vrai que tu peux te déguiser en Rocky Balboa, tu vois, même sans avoir juste le maillot sur le ring, tu peux aussi te déguiser en Rocky Balboa. T'es reconnaissable d'une certaine manière. Ah, c'est clair. Tu peux même le faire avec un pull à capuche et un bonnet, quoi. Ouais, bon, là, 1000%, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais tous ces trucs sont reconnaissables. Tous ces trucs sont devenus emblématiques, justement. Ce côté pop icon que tu disais, Gab, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire? Peut-être qu'il y a un truc que je n'avais pas remarqué avant, c'est quand même les côtés images religieuses qui est un petit peu dans le film. Le premier plan, c'est sur un vitrail de Jésus. Tu as les points en sang de Rocky. Tu as lui qui prie aussi. Donc, mais bon, c'est catholique, justement. C'est italien, je crois pas. Je sais pas si ça va beaucoup plus loin. Peut-être le côté un peu saint de Rocky va avec ça aussi, tu vois. Mais, il manque juste un prêtre, en fait, dans l'histoire. J'avoue que c'est étonnant qu'il n'y ait pas de prêtre, quoi. Pas faux. Milieu urbain italien comme ça. Ouais, à un moment, quelqu'un qui va juste se confier, tu vois. Ça pourrait, ouais. Un des trucs qui est un peu notable, c'est que je crois que c'est le maire de Philadelphie ou une personnalité comme ça qui avait dit que Rocky était celui qui a fait le plus de bien pour l'image de la ville depuis Benjamin Franklin. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là qui est assez... En plus, ils ont mis une statue là, sur les hauts de la marche. Alors, ils n'arrêtent pas de la déplacer, quoi. Ah ouais. Elle a été construite sur le haut des marches. C'est Stallone qui l'a fait construire sur le haut des marches pour Rocky 3. Et elle a été déplacée ailleurs. Et puis après, elle a été encore redéplacée ailleurs. Elle est jamais... Maintenant, elle n'est plus en haut des marches. Elle est sur le côté en bas. Il y a aussi It's Always Sunny in Philadelphia qui avait fait beaucoup pour l'image de la ville. Qui est le truc, je pense, le truc le plus connu maintenant, en effet, quoi. Ouais, puis je suis pas sûr que c'est une très bonne image de la ville. Non, non, mais autrement, justement, c'est la ville d'origine du prince de Bel-Air. Mais à part ça, ouais. Après, il y a plein de musiciens connus. Mais Bel-Air, il y avait le label. Mais oui, c'est Bel-Air, c'est LA, mais à la base, il vient de... Tu te souviens pas du générique, bon Dieu, il dit qu'il est de S. Philadelphia, born and raised. D'accord, pardon, bon Dieu. Mais tu disais, alors je veux bien croire qu'il y a des musiciens, il y a aussi des sportifs. Au niveau musique, c'était pas mal. Bryant est né à Philadelphie aussi. Il y a le groupe, là, comment ça s'appelle Ah, putain, ceux qui chantent maintenant chez Jimmy Fallon, là. Il y a le fromage. Ça a l'air très bien. Le band, là. Putain, merde. Il y a le fromage Philadelphia. Le batteur connu. Merde. T'as bien fait de la faire deux fois, Fred, parce qu'on n'avait pas entendu, quoi. C'est totalement bien. C'est nul, mec. Le band, je ne vois pas de quoi tu parles.
Nul. Non, Oh, mais j'ai pas non plus la confiance. ref. Ah, Bruce Springsteen, il était pas dans Philadelphia. Peut-être. Pas, non. Comment il s'appelle ce fucking groupe de Dans les commentaires, pour les fans. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on connaît pas de Philadelphie qu'on devrait savoir, quoi, qui est évident. Je crois que c'est de là que part la route 66. Ah non, c'est la route 76 là-bas. Tant pour moi. Parce qu'il y a des chances. Bah, c'est le 26 heures. Ah, non. Ou alors ça, c'est l'année. Ouais, Nick, c'est mort. Bref. Nick, c'est mort. Pardon. Pardon, mes enfants qui nous écoutent. Ben voilà. Qu'est-ce que. Il y avait un autre truc que je voulais dire, je l'ai oublié maintenant. Vous avez d'autres trucs qui vous viennent comme ça? Moi, j'ai vu qu'il y avait que Jackie Stallone, sa mère, je crois qu'elle est encore vivante d'ailleurs, je ne sais pas comment. Elle lisait l'avenir dans des culs. Ouais, c'est juste. Ouais. Très sympathique, Jackie Stallone. Qui est très très belle. Très très belle. Ah ouais, très très bien vieilli. Le truc incroyable, tu sais que c'est qu'elle a. Si elle est vivante. Tu sais que maintenant, elle a un côté de ça. Elle a une lèvre qui pend, elle aussi. Un côté Tellement elle sait faire la gueule. Non, mais genre, du même côté. Enfin, tu vois, en imitation de Stallone, parce que lui, c'est un truc qui est arrivé à sa naissance, je crois. C'est un truc de forceps ou je sais pas quoi. C'est ça. Elle l'a pas. Du coup, elle devrait pas l'avoir, mais elle l'a sur certains trucs. C'est trop bizarre. Oh merde, elle est morte. En septembre 2020. Ça se trouve, elle est morte du Covid. C'est bien possible. Elle était vieille. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quand même plusieurs autres personnes qui sont dans le film. Enfin, comme c'était petit budget, il y a d'autres membres de la famille de Stallone, notamment Frank Stallone, qui est dans le film, qui joue un des mecs qui chante au coin de la rue au début, quoi. Ok, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont loose, ces mecs aussi, ouais, j'ai adoré. Et puis, je crois qu'il y a son père qui est le mec qui fait sonner la cloche, ce genre de truc, tu vois. Mais plein de petits caméos de gens que moi, je connais pas nécessairement non plus, genre des journalistes. Mais... du coup, voilà, pour aller avec le petit budget, quoi. Carl Weathers, on l'a pas dit. Carl Weathers, qui est aussi connu pour Predator. C'est ça, elle fait de la rompologie. C'est l'art divinatoire qui consiste à lire l'avenir dans le sillon interfécier. Alors, il faut savoir que rompe, c'est un argot pour dire cul. C'est vraiment... Quelle science, quoi. Vraiment, quoi. Foutage de gueule, quoi. Putain. J'espère qu'elle a chopé une conjonctivite. Faut pas regarder les anus comme ça va pas. Bon. Merci Thomas. Méchant Thomas. Waouh. Tellement sympathique. Ça clash, quelle violence. Ouais, ça clash. Jackie Stallone, elle est morte en plus. Pardon. Bah, j'espère que dans sa tombe, elle a des conjonctivites. Merde. Non, mais attends, arnaquer des gens pour qu'ils te manquent leur anus, ça va. C'est pas bien. Bien, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si tout le monde est il y a des gens qui sont assez problème. Pour payer pour montrer son cul, bah. Pourquoi pas, hein. C'est un business comme un autre, hein, merde. Ouais. Franchement, il y a plein comme métier que voir des culs les gens. C'est clair, mais tu leur mens pas que qui sait, hein, l'avenir, c'est la merde. Enfin bon, je suis pas un fan des gens qui disent qu'ils lisent l'avenir, j'avoue. Ouais. Ok, ça c'est autre chose. Donc c'est pas le problème avec les culs alors, Thomas, c'est ça? Non, mais là c'est juste. C'est en plus. L'anus, ça va pour toi. C'est juste que le fait qu'il. Ok, d'accord. Bien sûr. C'est pas que l'anus, c'est le sillon interfécier. Donc, elle lit dans les lignes. Voilà, bravo Thomas. Cette émission est hautement intellectuelle. N'est-ce pas? Après, très haut là. C'est Rocky, hein. C'est Rocky. Vous avez autre chose? Moi, non. Il y a quand même un côté... Pour reparler du côté ringard, entre guillemets, de Rocky, c'est quand même une question presque une examination de la masculinité, ce personnage, tu vois. C'est un mec qui en fait 4 tonnes pour apparaître... c'est un mec qui se bat et c'est un gangster, tu vois. Et tout ça, ça paraît fake. Et là où il est vrai, c'est quand il est avec Adrienne, c'est quand il est avec son chien, où il a comme un gros idiot, quoi. Et c'est, ouais, voilà, il y a un côté où c'est devenu un modèle, mais c'est devenu un modèle plus comme boxeur. Alors, c'est vrai que ce côté, se vaincre lui-même, tu vois, faire l'effort d'aller courir à 4 heures du matin après avoir bu ses œufs, ce genre de truc, c'est normal que ça ait marqué les gens. Mais c'est presque dommage que ça n'ait pas marqué non plus les gens, ce côté. C'est un homme masculin pas toxique du tout, Rocky. Non. Il est bon avec les gens autour de lui, quoi. C'est vrai. Même si je pense qu'il y a des féministes qui ont dû faire chier justement sur son côté un peu forceur.
Mais autrement, c'est vraiment un homme, je suis d'accord avec toi, c'est un homme tout à fait sain. Bah, je pense que ouais, là, une femme qui a 20 d'années qui voit ça pour la première fois aujourd'hui, elle doit être là, wow! Ça doit être un petit peu, tu vois. Surtout si elle a les cheveux violets. Ouais. Voilà, mais même nous, tu vois, on le remarque, alors que nous, on a connu cette époque-là au cinéma, on était enfants quand cette époque-là, donc on n'a pas connu cette époque-là nous-mêmes. Mais enfin bon. Voilà. Je sais pas, on va passer aux chroniques, du coup, si ça vous va. Yes. Gab, t'as trouvé quelque chose? Pas grand-chose, mais Tu t'as volé avec Jackie Stallone ou... Non, parce que pourquoi en fait l'actrice Adrienne l'a joué dans Le Parrain, en fait, tout simplement. Parce que c'est la sœur de Francis Ford Coppola. Bon. Ah, ça aide. Ouais, et la tante de Nicolas Cage, du coup, et surtout, ses enfants, tu sais qui c'est, Fred? Tu as apprécié? C'est Sofia? C'est Sofia Coppola? Non, c'est Jason Schwartzman. Ah, nice. Alors, je ne savais pas que j'étais si fan de Jason Schwartzman. Moi, je suis fan de Jason Schwartzman. Je sais pas, t'aimes toute la clique de Moonrise Kingdom, etc. Donc... Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un très bon acteur, oui, j'avoue. Moi, j'adore. Fred, mec. En 2 secondes, tu changes d'avis, quoi. C'est vrai qu'il m'avait parlé d'une série avec lui qui était vachement cool, là, où il buvait du vin blanc, là. C'était vachement chouette. Ah, c'était quoi déjà? C'était genre un détective, ou je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelait, aucune idée. Je suis sûr que tu as un tatou sur ton cul de Jason Schwartzman. Oui, mais Jackie Stallone ne peut même plus lire mon cul, donc ça n'a plus aucun intérêt. Mais c'est vrai que je savais pas que c'est vraiment une famille prolifique quand même. Bored to Death, ça s'appelait la série. Bored to Death. Mais c'est marrant parce qu'elle s'appelle pas Coppola du coup. Ah ben non, parce qu'elle devait être mariée en fait à l'époque déjà. Sûrement, peut-être qu'elle s'était fait aussi un pseudo comme Nicolas Cage. Hein. Attends, je cherche juste son nom, mais je la trouve plus, putain. Qui ça? L'actrice? Mais oui. Talia Shire. Talia Shire, merci. En fait, son nom de naissance est Talia Rose Coppola. D'accord. Du coup, je savais pas du tout, tu vois. J'ai mal fait mes recherches. Heureusement que je suis là pour mettre les choses au clair. C'est vrai, j'avais oublié Bored to Death, c'était cool. Ouais, c'est fun. Ah oui, la question à la con. J'ai pas trop compris. Ouais, je fais très bien. Justement, dans le film, il n'arrête pas de dire. C'est bien, j'en ai pas parlé encore de cette scène. Il n'arrête pas de dire tout le temps ça me dérange pas, tu vois. It don't bother me none. Tu vois, tu as Apollo qui se fout de sa gueule un peu à la télé, tu vois. Il est italien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il sait pas se battre, il sait faire la cuisine. Genre de conneries, quoi. Puis t'as Adrien qui lui dit et par rapport à ça t'a pas dérangé? Non, ça m'a pas dérangé. Puis après, il sort et il dit si, ça m'a dérangé. Enfin, tu vois, le côté un petit peu. Il ose enfin se confier à ce côté-là. C'est le mec qui peut te péter la gueule en un instant et puis tu peux le clasher, tu peux l'envoyer chier comme pas possible. Il est vraiment profondément gentil, quoi. Respectueux, plus que gentil, respectueux. Et puis il n'arrive pas, à la base, il n'arrive pas à extérioriser ça, tu vois. Il va mentir, il va dire que les choses ne le dérangent pas. Alors, on a parlé brièvement, mais c'est vrai que les gens qui s'engueulent à travers les portes, il y en a pas mal. Enfin, qui s'engueulent ou qui même essayer de se rassurer à travers les portes, il y en a pas mal dans ce film. Et il y a ce côté vraiment... fragilité émotionnelle du côté on met des barrières, tu vois, et il y a des choses qu'on dit ça ne dérange pas, et en fait, ça nous dérange. Vous, qu'est-ce que ça vous arrive de dire en fait, ça ne me dérange pas, mais qui en fait, ça vous dérange? Bonne question, elle n'est pas si con cette question. Ça me dérange pas que les gens mettent... ça me dérange pas quand les gens mettent des disques tout le temps dans les neufs. Ces connards là, ça me dérange pas du tout. Surtout quoi, avec 3 gars qui mettent 3 disques, putain, 3 gars. Voilà, no comment. T'étais absent. Hein. Pour une fois qu'il était absent, le pauvre vieux, quoi. C'est ça. La seule fois, quoi. Pour pas mettre son set. Son set de fragile, là. Mais ouais. C'est réponse vague, mais c'est très bien pour la question à la con, justement. Il y a deux façons de l'apprendre, cette question. Ouais. Moi, si j'ai un exemple de truc, j'ai pas trop réfléchi, mais je dis souvent que ça me dérange pas de travailler à la nuit parce que ça, c'est mon côté. Je suis pas trop emmerdé par les gens. Mais après, voilà, c'est vrai que ça pose aussi des problèmes de rythme de vie. Voilà. Fred, t'as trouvé quelque chose? Pas spécialement, j'ai rien qui me vient là.
Les araignées, ça te dérange pas, non? Bah, je le dis, moi, en fait, le problème que j'ai, c'est quand il y a un truc qui me dérange, je dis direct cash, quoi. J'ai pas trop de. T'as pas de filtre. Tu as un livre ouvert. C'est pas tellement ma spécialité, les filtres. Donc j'avoue, quand il y a quelque chose qui me dérange, je n'hésite pas à le dire, même pendant l'émission, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que t'es invité. Hein. Ça me touche. Non, mais c'est vrai que t'hésites pas trop nécessairement à jeter la pierre dans le lac, je sais plus comment on dit. Jeter la première pierre tout court. Aussi. Comme on a neuf, c'est le pierre d'Initon. Bravo. Mais non, mais il y a une expression comme ça, mais pour dire que ouais, voilà, mettre les deux pieds dans le plat, en fait, presque d'une certaine manière. Et justement, ça aide d'avoir quelqu'un qui dit ça, surtout quand il a souvent tort, comme toi. Comme ça, mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est marrant. Ouais. Du coup, t'es pas du tout comme Rocky, quoi. C'est marrant. Mais je suis moins fort. Hein. C'est ça qui est. Moi, on me donne une tête, je m'effondre. Bah voilà. Rubrique presse, Fred. Oui. Je n'étais pas prêt. Alors. Je peux dire une autre chose, sinon. Oui, vas-y, je t'en prie. Il y a justement sur certaines critiques que j'ai lues sur Wikipédia, des gens qui disaient que c'est du schmaltz, c'est schmaltzy. C'est une expression yiddish à nouveau, mais qui veut dire c'est du gras qui est utilisé, c'est du gras de je sais plus quel animal qui est utilisé dans la cuisine. Et c'est vraiment pour dire que c'est trop. C'est quelque chose qu'on pourrait dire des films de Spielberg par exemple, tu vois, que c'est trop bon sentiment, on va dire, mielleux. Tu vois. Quand même moins. Hein. Non, mais... Spielberg a quand même le don de rendre des personnages insupportables. Ce qui est pas le cas ici. Moi, j'aime bien ce personnage que je trouve. Ouais, mais... dépend ses films. Les enfants et les femmes, toujours insupportables. J'ai regardé Indiana Jones. Si vous supportez une des femmes j'ai regardé le Temple Maudit, t'as envie de la tuer. Et j'ai regardé le premier Indiana Jones. Et t'as aussi, elle lui hurle toujours Indiana. Et t'as vraiment envie de la baffer tout le temps. Insupportable. C'est différent. Les enfants, comédie, quoi. Toujours, t'as envie de leur donner des coups de pied. Regarde dans le dernier Jurassic Park. Il n'est pas de temps, Spielberg. En plus. Les enfants dans Jurassic Park, pas dans le dernier, mais vous vous souvenez quand il est accroché sur le truc, quand il est accroché sur les. Non, mais je me souviens très bien. Attention, il dit décroche-toi, espèce de petit enculé. Ah, tu dis dans le premier, ok, hein, je pensais le dernier Jurassic Park. Ouais, pardon, non, dans le premier, t'as quand même envie de pulvériser ce gamin. Ça va, moi j'aime pas les gamins dans Spielberg. Mais tout pas les gamins non plus, mais j'ai pensé à part ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toléré Willy dans Mutafocus, c'est parce qu'il faisait. Je pense que c'est la faute de Polly. Parce que si Rocky peut tolérer Polly, alors c'est normal de pouvoir tolérer Willy dans Mutafocus, tu vois. Espèce de loser que tu te traînes et qui fait que de foutre dans la merde. Mais dans Moonrise Kingdom, j'adore les enfants. Bah, super, merci. Voilà, allez vous faire foutre. Fred n'aime les enfants que s'ils sont à moitié à poil. Bon. Oh, quelle horreur. Voilà. Ça va être la phrase du titre. Ça va être la phrase de la vidéo. Alors, revue de presse. Ouais. Alors, à sa sortie, dans les médias, les critiques étaient très moyennes. J'ai regardé principalement sur Allociné, mais de manière générale, il était à 3 étoiles, 2,8 exactement, ce qui est vraiment médiocre. Beaucoup n'ont pas trop compris. Certains n'ont peut-être pas capté l'ironie qu'il y a dans ce film et puis le côté un petit peu second degré. Donc, par exemple, tu as Charlie Hebdo, soi-disant Charlie Hebdo, qui est l'ouverture d'esprit. 3 Oscars pour cette merde, si peu sournoisement raciste, dont la grande audace consiste à doter un vague mafioso de 30e ordre de toute l'ardeur des pionniers de la libre entreprise. Wow. J'ai rien compris. C'est beaucoup de mots, quoi. Mais il y a quand même le truc raciste. C'est quoi le 30e ordre de toute l'ardeur des pionniers de la libre entreprise? Non, j'avoue. C'est quoi le 30e ordre? Je sais plus. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, le côté. Premier ordre, un mafioso de premier ordre, et là, 30e ordre, pour dire c'est vraiment un mafioso de pacotille. En effet. Mais alors, c'est vrai que le fait que ce soit, entre guillemets, race blind, le fait que ce soit pas un sujet. En fait, Mickey devait aussi était censé être raciste un peu à la base. D'ailleurs, en anglais, il appelle Rocky un dago, qui est un truc un peu une insulte envers les Italiens, quoi. Mais apparemment, il devait être censé être plus raciste envers les Noirs, Mickey, dans la version originale. Mais là, comme c'est un non-sujet,
c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse paraître raciste, le fait que ce soit un pauvre blanc qui détrône un noir arrogant, tu vois. Ou peut-être non, je pense qu'eux, ils étaient plutôt dans le racisme en disant c'est une caricature des Ritos. Un Rital des Ritos ou un Rital des Rital? Des Rital, je crois. Une caricature des Rital. Et autrement, ils disent que c'est un film assez linéaire, etc., qu'on se fait un peu chier. Ce qui est pas totalement faux. La première demi-heure, c'est ce qu'on se faisait quand même un petit peu chier. Sinon, voilà. Alors, dans les critiques, par contre, dans les critiques spectateurs, on est quand même à 4 étoiles. C'est un film qui a créé un mythe, comme l'a dit Gab. Donc, forcément, c'est relativement unanime. C'est même rare qu'il y ait si peu de 0 étoiles. Il n'y en a que 4 sur plus de 600 critiques. Donc, c'est vraiment... Je veux dire, c'est devenu un film que tout le monde apprécie. Je ne sais pas si j'avais des critiques que je trouvais bien. Elles étaient très longues, très prétentieuses. Mais voilà, tu montres le travail, le courage de se parpiller, blablabla. Ce que disait Thomas, en fait, ce que dit Thomas, c'est-à-dire que c'est un film qui a une bonne morale, qui est sain et qui apporte quelque chose de relativement profond sous une apparence plutôt superficielle. Moi, j'avais noté quand même dans mes notes, film de droite pour l'interrogation. Parce qu'il y a peut-être un petit peu un côté comme ça où le mec, c'est par l'effort qu'il se sort de sa merde. Alors, il a un gros coup de chance. Américain, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais droite, côté capitaliste, en un sens, ce côté-là, je peux comprendre que ça puisse. Américain, quoi. Oui, mais voilà, ce côté-là, ça ne m'étonne pas que certains journaux s'énervent contre ce truc-là, mais je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que tu vois autour de lui que les gens pauvres restent pauvres, tu vois. C'est pas magique, hein. C'est pas juste parce qu'ils n'écoutent pas Rocky quand il parle, quoi. Je sais pas, je trouve ça. Mais il y a quand même une critique que j'ai trouvée très bonne de Loskov. Donc, il dit Stallone est né pour jouer Rocky. Il est Rocky tout simplement. Ce film est magistral. Rocky est l'un des personnages les plus attachants que le cinéma ait donné. Pas de l'action bourrine à la Rambo. Le film est un vrai drame, sans concession, vouant le dépassement de soi et la poursuite de ses rêves. La boxe n'est qu'un prétexte, mais s'avère être une magnifique métaphore de ce film. Le combat final, résumant tout le film. Pour terminer, la fin est somptueuse. Pas de happy end, juste une fin naturelle, simple, comme Rocky. C'est très bien résumé, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, c'est pour ça que ça résume assez bien ce qui me plaît aussi dedans. Après, Rambo 1, c'est pas la violence bourrine, justifier cette violence de Rambo 1. Après. Dans Rambo 1, ouais, mais alors regarde Rambo 3. Oui, regarde Rocky 5, mec. Je crois que c'est Rambo 4 ou c'est le film où il y a le plus de morts. À l'époque, c'était Rambo 2, en tout cas. Ok, bon, ben, je crois que chaque fois, il rajoutait. Je crois que c'est Rambo 4 où il va au bazooka à des moments. C'est un film où il n'y a que des morts tout le temps. Je crois que ça se compte en centaines. Alors que le premier film, c'est que la guerre, c'est mal. Ouais. Du coup, en fait, peut-être que Rambo était un meilleur exemple que j'aurais pu prendre de film où le 1 est bien et la suite, elle est vraiment pas justifiée. Là, je pense que la suite peut être justifiée de Rocky. Moi, je pense que le 2, je crois qu'il est bien. Hein. Je vais revoir. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. Si, oui, justement, on en a parlé un petit peu avant de prendre l'antenne ensemble, mais prendre l'antenne, incroyable, tu vois, un boomer. Pour les studios. Cognac, j'ai. Mais... Ah, putain, je sais plus maintenant. Oui, elle a été considérée comme... Alors, il a gagné l'Oscar du meilleur film, il était sur le top 10. J'en ai parlé dans l'émission ou pas? Qui était sur le top 10 des films qui ont reçu un Oscar, qui étaient les pires films à avoir reçu un Oscar du meilleur film. Oui, tu as dit ça et on a dit quel était le premier. Et je ne savais pas. C'est juste. Mais ouais, autrement... Ouais. Et justement, il était un petit peu considéré comme... Ouais, je pense qu'il a été considéré comme peut-être trop simple et pas assez politique, à sa manière, où ce qu'il disait pas en politique, finalement, ça voulait dire quelque chose. Et du coup... je sais pas. Mais bon, on peut passer aux notes. Je sais pas si il est populaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas pour se la jouer qui plaît à tout le monde, mais juste populaire dans le sens peuple. Tu veux enchaîner sur ta note, Fred, ou bien? Ok, je me suis fait un peu chier pendant quand même une bonne partie du film. Je m'attendais à plus de boxe. Mais ça, c'est parce que je connais déjà Rocky. Peut-être que ça aurait été différent si je voyais Rocky déjà pour la première fois. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est plutôt pas mal au final, puisque ça veut dire que c'est une bonne introduction sur Rocky 2. Donc, dans ça, il fait le job.
si je l'avais vu au cinéma, peut-être je me dirais qu'en est-il de la suite. Là, je sais que je vais y avoir une suite que je vais avoir envie de regarder. Donc, s'il me donne envie de regarder la suite, c'est que c'est plutôt réussi dans ce qu'il a fait comme travail. J'aime sa simplicité, j'aime son honnêteté, j'aime son humour malgré lui, j'aime son autodérision. Voilà, donc hormis le fait qu'il m'a un peu ennuyé, je pense que c'est un bon film. C'est un film qui mérite mon respect et donc je vais me faire une note à la Gab, je vais mettre un 7. Ça marche. N'importe quoi. J'aime bien n'importe quoi, juste parce que je te vole ta note. Parce que je te vole ta note. N'importe quoi. Il tombe sur les autres en plus. Quoi. Non, je sais que ça te fout dans la merde parce que tu te dis maintenant, qu'est-ce que je vais mettre comme non, mais ça me dérange pas, de toute façon. Ça me dérange pas. À moi, du coup, moi, je mettrais un 8. Rien que pour les scènes mythiques, en fait. Mm-hmm. Parce que ça, c'est peut-être 5 minutes du film, en fait, quand il court, quand il s'entraîne, quand il monte des marches. Mais ça marche à chaque fois, comme tu l'as dit avant, Thomas aussi, ça marche à chaque fois, donc c'est cool. Mais après, même si on a dit qu'il y a plein de choses qui m'ont un peu dérangé, comme la première demi-heure, où des fois, les jeux d'acteurs, il y a un peu moyen, et j'ai pas accroché sur plein de choses, mais globalement, ces scènes mythiques, là, les scènes de combat de la fin aussi, c'est cool, quoi, c'est vraiment trop cool. Donc, je mets un 8 pour ça. Et toi, les suites, t'as envie de voir la suite ou tu l'as vu longtemps? Non. Après, j'en ai vu certains, mais j'ai pas envie de revoir là maintenant. Toi, t'avais bien aimé les Creed, par contre, quoi. Quoi? Toi, t'avais vu les Creed, non? Qu'est-ce que t'as pas aimé pour mettre un 10? Pour pas mettre un 10? La première demi-heure, la lenteur, les jeux d'acteurs, je sais pas, des fois, je sais pas, ouais, c'est... Entre les scènes les plus connues, des fois, ça manquait de... C'était un peu vide, ouais. Justement, dans le film, il dit qu'il faut qu'ils remplissent les vides. Là, ils n'ont pas réussi des fois à remplir les vides. D'accord. Mais voilà. Mais après, globalement, ça reste toujours... ça reste toujours mythique. Mais c'est vrai que c'est toujours injuste parce que, tu vois, la semaine dernière, j'ai vu un de mes films préférés. Tu étais quand même un peu... tu vois, peut-être j'aurais mis un 8 si j'avais vu, par exemple, The Man of Earth Before, tu vois, ou 9, ouais, voilà. Voilà. C'était juste une pique gratuite pour Man of Earth. D'accord, je viens de comprendre là. Okay. Petite balle perdue. Ouais, voilà. Comme je dis, moi, depuis que je l'ai redécouvert, c'est un de mes films préférés. Vous savez que j'aime bien pleurer devant les films. Il me fait pleurer à chaque fois. Gab va être vénère. Ça, je pense. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Non, voilà, c'est vrai que je vais spoiler, hein, ça sera un 10 parce que. Non, c'est vrai. Ouais, oui, parce que moi, sentimentalement, c'est pas. Connard. Mais en fait, si tu veux, c'est là où clairement je mets pas les notes comme si j'étais prof, tu vois. Je mets pas les notes par rapport au mérite du film, parce que ce film est moins réussi que le film qu'on a vu la semaine dernière sur le papier, tu vois. Mais il me touche beaucoup et pour des raisons assez logiques, justement son humilité dont on a parlé, son manque de cynisme un peu, tu vois. Attends, j'ai un truc que j'avais noté que j'aimais. Oui, le côté loser magnifique de Rocky. C'est joliment dit. Ouais, je trouve que ça lui va bien. Et puis, je le trouve vraiment touchant. Tu l'as dit tout à l'heure, dans un des trucs que tu as dit, qui était touchant, c'est un des héros d'action, entre guillemets, que j'ai plus envie de prendre dans mes bras pour lui faire un hug, tu vois, à des moments du film, tu vois. Donc ouais, voilà. Sûrement que je m'y retrouve un peu, même si j'ai plus le physique de Paulie. Et ouais, voilà, c'est un peu un modèle à avoir. Comme je disais, j'aime bien les super-héros pour ce côté-là, parce qu'ils servent de modèle positif, même si c'est bien que les films s'intéressent à la réalité, au côté nuancé et gris du monde, et que la vie n'est pas si simple. En réalité, c'est très important que ça existe dans le cinéma. Moi, j'aime bien y trouver des modèles, des exemples, des inspirations. Et je trouve que Rocky, pour ça, c'est un des meilleurs, surtout le 1, justement. Je redonnerai leur chance aux suites, je donnerai leur chance à Creed, que je n'ai pas encore donné non plus. Mais le 1, justement, ce côté... parce que ça me parle aussi, hein, parce que je prends mes angles de caméra pour qu'on ne voit pas que mon appart est en bordel et que la part de Rocky est très en bordel, et ce genre de choses, tu vois. Donc ouais, voilà, moi, c'est un film qui me parle profondément, du coup. Mais comme a dit Rocky, quand il rentre, il dit juste c'est provisoire. Tu vois. Mais en même temps, quand il gueule sur Mickey, il dit ouais, ça pue chez moi. Ouais, bah oui, il était jamais venu avant. Bref, voilà. Mais ouais, donc ah oui, puis son histoire d'amour avec Adrienne, je la trouve toujours assez touchante, même si elle est très simple, quoi. C'est simpliste plutôt, là, en l'occurrence. C'est vrai, hein.
Peut-être, mais en fait, c'est juste une meuf qui a besoin qu'on la secoue pour qu'un mec soit amoureux d'elle pour qu'elle y aille. Mais en fait, c'est un peu. Ouais, je sais pas. Je me rends pas compte. Je suis pas assez doué avec les femmes pour me rendre compte si ça marche d'être OK. Après, à nouveau, il a aussi un physique. Quand il s'accroche devant elle, là, c'est pas pour rien, quoi. Et voilà. C'est ce qu'a conquis Gab. Et voilà, donc 10. Et puis voilà. Pas de tirage. La semaine prochaine, du coup, pour nous, ce sera dimanche. Je vous rappelle déjà maintenant, mais pour vous, ce sera plus tard parce que le montage, on verra comment ça suit. Louis est très occupé. C'est normal, c'est pas une critique du tout. On regardera, je me souviens plus du titre, c'est un film de Pedro Almodóvar, c'est un choix de Damla qui revient, qui me fait plaisir de revenir et d'amener un film qu'elle a choisi, qui s'appelle, je sais plus, Sous la peau, sur la peau, dans la peau. Attends. Ah oui, c'est Sous la peau, je crois. Attends. La pielle qui habite, la peau que j'habite. Ouais, il est assez strange, je crois. Ok. Cool. C'est cool, ça va faire encore une différence. Tu vois, c'est bien qu'on n'ait pas fait le film précédent et directement Almodovar. Là, on a eu une belle vague. Ça s'enchaîne bien. C'est quand même un peu un film d'un télo, quoi. Almodovar, c'est sûr que c'est des films d'auteur, quoi. Mais c'est pas le plus intello, je crois. Il reste encore très surf par rapport à d'autres. Oui. J'en ai pas eu beaucoup d'Almodovar, mais j'avais plutôt bien aimé. Moi, je me réjouis. Ça devrait être cool. Du coup, si vous avez regardé, mettez des gants bleus. Et puis, et puis des commentaires et des trucs comme ça. Si vous êtes, merci à vous les gars, d'avoir été là, c'est toujours cool. Toujours un plaisir. Et puis voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Nous en verrons. Mais pas encore. Rematch.